Je suis limité à 30 km/h dans la voie de droite uniquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau nous annonce que nous sommes limités dans toute une zone, donc c'est à partir de ce panneau jusqu'au prochain panneau, donc ça peut concerner tout un quartier. Donc ça va concerner cette route-là et les routes qui sont sur les côtés. Et évidemment, ça va concerner toutes les voies de circulation. Donc, est-ce que je suis limitée à 30 km/h dans la voie de droite uniquement? Non, réponse B. Je suis bien placée pour aller à droite, réponse A, tout droit, réponse B, à gauche, réponse C. Donc n'oubliez pas, hein, le jour de l'examen, on ne peut pas revenir en arrière pour revoir la vidéo. Vous l'avez vue une seule fois, après ça passe à la question et vous n'avez plus possibilité de savoir ce qu'il y avait avant. D'où l'intérêt de bien observer. Alors on peut voir que là, il y a écrit plusieurs réponses. Donc comme on ne peut pas tout remplir, même si vous n'avez pas bien observé, là vous pouvez deviner que c'était à droite et tout droit. Donc bon, on va revenir quand même en arrière. Je vous remets la séquence où on peut bien voir nos directions possibles. Et là, vous voyez bien qu'on était bien placé dans la voie pour aller à droite et tout droit. Donc, c'était réponse A et B. Cette voiture est en train de sortir de son stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Rentrer dans la place de stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, vous avez bien les places de stationnement ici. Et on peut voir que la voiture, elle a deux feux blancs à l'arrière. Ce sont les feux de recul. Donc là, elle est en train de reculer pour aller dans sa place de stationnement. Donc elle ne sort pas du stationnement puisqu'elle fait une marche arrière. Donc c'était réponse B et C. À cette intersection, je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous avez plusieurs panneaux là qui peuvent vous aider. Vous avez le panneau ici qui veut dire contournement. Vous savez, quand la flèche elle est indiquée vers le bas comme ça veut pas dire obligation d'aller à droite ou à gauche en fonction de l'orientation de la flèche. Mais quand c'est indiqué vers le bas, ça veut dire contournement obligatoire. Donc vous voyez là cet obstacle qu'il y a ici, il y a un trottoir avec une barrière. On doit la contourner par la droite. Donc c'est pour être sûr qu'on ne fasse pas un contresens de circulation et qu'on se retrouve dans la mauvaise voie. Là, c'est pour nous dire qu'il faut passer par ici. Donc ça nous informe bien qu'on peut prendre cette voie-là. Donc on peut aller tout droit. Ensuite, vous avez des panneaux ici, sens interdit. Donc moi, je ne peux pas tourner à droite. Donc c'était réponse A et D. Le feu tricolore qui me concerne est le feu A, B. Alors, en règle générale, c'est quand même souvent le feu de droite qui nous concerne. Ça va dépendre où on est placé. Et puis là, vous avez vu, vous avez un losange et une barre horizontale. Quand ce sont des barres comme ça, c'est fait pour le tram. D'ailleurs, on devine un petit peu le bout du tram.
on voit les rails du tram avec les petits carrés là colorés pour indiquer qu'on va traverser la voie de tram et donc de bien nous dire qu'on est prudent. Vous avez aussi ce panneau-là de position qui nous indique qu'il y a une traversée de tram à proximité. Donc le A est pour le tramway, ce qui fait que nous c'est le B. La signalisation m'annonce la présence d'une piste cyclable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on peut voir le panneau rond bleu là qui nous dit que c'est une voie réservée pour les cyclistes. Mais ça ne nous dit pas si c'est une bande ou une piste cyclable. Ici, on est uniquement séparé par un marquage au sol. Donc, vous voyez les pointillés qui sont larges ici, ça nous indique une voie réservée. La différence entre une bande cyclable et une piste cyclable, c'est que la bande cyclable reste sur la même chaussée que nous. La piste cyclable, elle est à l'écart de nous, donc elle sera soit séparée par un terre-plein central, soit elle peut être placée sur le trottoir ou de l'autre côté du trottoir. Mais ça sera à l'écart. Donc là, c'est une bande cyclable et pas une piste cyclable. Donc, est-ce que ça m'annonce la présence d'une piste cyclable? Non, réponse B. La perception visuelle dépend de la luminosité ambiante. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vue du conducteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. En effet, si la luminosité ambiante, elle est pas top, donc si on est un peu dans la pénombre ou ébloui par le soleil, ça peut être aussi cette situation-là, on ne verra pas bien ce qui se passe. Dans ce cas-là, notre perception visuelle, elle ne sera pas très bonne. Et puis, ça va dépendre aussi de notre vue. Des fois, même si on a des lunettes qui nous corrigent la vue, on n'a pas forcément une vue qui est très très bien corrigée. Donc là, c'était bien réponse A et C. Je rentre en agglomération. Je suis limité à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, ma vitesse est adaptée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on peut voir que on rentre en agglomération, en effet, donc ça veut aussi dire qu'on est limité à 50 km/h et qu'on va perdre notre caractère prioritaire. Donc, on devra certainement céder le passage à la prochaine intersection. On peut voir aussi que là, il y a de la neige sur les bords, mais aussi un peu au sol, et qu'il y a certainement un risque que ce soit verglacé et glissant. On nous annonce un sens giratoire avec un virage et un peu en descente. Donc là, les conditions font que j'ai intérêt à arriver doucement dans ce genre de situation. Donc 50 km/h ou 49 km/h, hein, c'est presque pareil, c'est trop vite par rapport à ce qu'il y a, par rapport à la neige au sol et au risque de verglas, et par rapport au fait que j'arrive sur une intersection. Donc là, ma vitesse n'est pas adaptée. Donc c'était réponse A et D. À la prochaine intersection, je devrais céder le passage aux usagers venant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. De droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. On peut voir que ici, il y a un panneau de danger qui nous annonce qu'il va y avoir un sens giratoire. Donc, quand c'est un sens giratoire, ça veut dire qu'on va arriver sur un céder le passage. Donc, on devra laisser passer ceux qui viennent de gauche. Donc, c'était réponse A et D. Si le permis de conduire est invalidé, dans ce cas, toutes les catégories sont concernées. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Et oui, si je fais une infraction dans une catégorie de permis, donc par exemple la catégorie B, et que je possède plusieurs catégories de permis, donc le A, le C, le D ou le E, je vais tout perdre. Donc c'était réponse A. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et je souhaite bon courage aussi à ceux qui vont passer leur examen de code de la route prochainement. Donc si vous appréciez mes vidéos qui, je vous le rappelle, sont aux normes par rapport à la réforme de l'examen, donc mes questions sont quasiment similaires à ce que vous trouvez le jour de l'examen, vous n'avez qu'à lire ce que vous voyez en commentaire et vous voyez bien que beaucoup mettent des commentaires en disant que c'est presque identique. Évidemment, on peut pas connaître les questions à l'avance, le jour de l'examen, ça serait trop facile. Mais si vous appréciez, surtout abonnez-vous et puis mettez la petite notification pour être sûr de ne pas louper les vidéos suivantes. Et puis mettez-moi un like, ça c'est pour me faire plaisir. Allez, on passe à la question suivante. Avant de sortir du véhicule, je contrôle le rétroviseur intérieur? Oui, réponse A. Non, réponse B. Extérieur? Oui, réponse C. Non, réponse D. Il est important de regarder 3 choses avant de sortir d'une voiture. Le rétroviseur intérieur pour voir si personne n'arrive au loin et a l'intention de vous dépasser ou passer à côté de la voiture. Le rétroviseur de gauche, dans la même situation mais plus sur le côté. Et ensuite faire l'angle mort comme on a vu tout à l'heure. Avant d'ouvrir, on ouvre la portière d'ailleurs avec la main droite. Donc là, je contrôle les deux, intérieur, extérieur. Donc réponse A et C. Il y a un fort vent latéral venant de gauche. Je vais subir un appel d'air. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tiens fermement le volant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on note qu'il y a un fort vent latéral qui vient de gauche, c'est-à-dire qui vient de là. D'accord ? Comme ça. Donc quand je vais arriver là, moi avant le poids lourd, j'ai le vent qui me pousse. J'ai le vent qui me pousse par là. Quand je vais arriver au niveau du poids lourd, d'un seul coup, je n'aurai plus de vent. Donc avant, je luttais contre le vent. Donc je tournais mon volant légèrement vers la gauche, mais très léger, pour faire opposition au vent. Je vais arriver à hauteur du poids lourd, et là d'un seul coup, c'est comme un mur, j'ai plus de vent. Donc ma voiture aura tendance, paf, à dévier un petit peu vers le poids lourd. Ça s'appelle un appel d'air. Et quand je vais ressortir à ce niveau-là, à la sortie du poids lourd, je vais reprendre le vent. Donc ma voiture risque de refaire un écart vers la droite. D'accord ? Donc, il y a un fort vent latéral. Est-ce que je vais subir un appel d'air ? Oui, réponse A. Est-ce que je tiens fermement le volant ? Dans ce genre de situation-là, oui, il faut tenir fermement le volant justement pour éviter les écarts de trajectoire. Donc c'était réponse A et C. Avant de tourner, je cède le passage au cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au piéton. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on voit ici un marquage au sol, qu'on voit aussi bien dans le rétroviseur. C'est une voie réservée pour les cyclistes. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais traverser cette voie réservée. Donc à partir du moment où je vais traverser cet axe-là, je dois laisser passer la voie que je traverse. Donc, parce que lui, il n'a pas de stop à céder le passage, donc je dois le laisser passer. Parce que je vais ralentir, donc quand je vais ralentir, il va arriver à mon niveau, donc je vais lui faire une queue de poisson, c'est très dangereux. Donc je laisse passer le cycliste, oui. Je vais aussi laisser passer le piéton, parce que vous voyez, il est engagé sur un passage piéton, donc je dois le laisser passer. Donc là, c'était réponse A et C. Dans cette situation, je dépasse. Réponse A, j'attends pour dépasser. Réponse B.
Alors, le véhicule devant moi, c'est un camion poubelle. Vous avez vu, ils sont en train de décharger les ordures dans le camion. Ils sont tous les deux préoccupés par ce qu'ils font, mais ils restent sur la moitié de leur voie. Ensuite, j'ai une signalisation qui m'annonce que je vais avoir un passage à niveau. Et si je regarde un peu plus loin, on voit les barrières, mais on voit aussi que le feu clignote. Donc, il va y avoir un train qui va passer et les barrières vont se baisser. Ce qui fait que si moi j'ai l'intention de dépasser, parce que derrière on me dépasse pas, je peux donc m'écarter un peu, si j'ai l'intention de me dépasser, est-ce que j'aurai la place suffisante pour me rabattre vers l'avant? Ça c'est pas sûr. Donc dans ce cas-là, dans cette situation, j'attends pour dépasser. Réponse B. Pour stationner ou m'arrêter, je dois conserver un espace de 5 mètres avant un passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après un passage piéton? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, il est interdit de stationner avant un passage piéton, en amont. C'est un autre terme, apprenez-le aussi, amont, si vous avez des difficultés avec ce terme-là. Donc, c'est interdit 5 mètres en amont, donc avant le passage piéton. Pourquoi ? Eh ben, c'est pour avoir une visibilité sur l'entrée du passage piéton quand vous arrivez en voiture. Vous pouvez apercevoir au loin si un piéton va vouloir traverser. Tandis que si un véhicule qui est en stationnement juste avant le début du passage piéton, il va vous cacher toute la visibilité et vous ne pourrez pas anticiper. Ça va donc devenir dangereux. C'est pour ça que c'est interdit de stationner avant, donc en amont d'un passage piéton. Donc, pour stationner ou m'arrêter, c'est stationnement et arrêt d'ailleurs, rien qui est interdit. Pour stationner ou m'arrêter, je dois conserver un espace de 5 mètres avant un passage piéton. Oui, réponse A, pour des raisons de sécurité. Après un passage piéton, il n'y a rien de spécifié là-dessus, donc non, réponse D. Donc A et D. La réglementation autorise le dépassement d'un chargement à l'avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut savoir que si vous avez un véhicule, je vous le dessine, vous avez un véhicule qui est là, et puis ça, c'est le devant du véhicule. On va considérer que c'est le devant de la voiture. Eh bien, vous n'avez pas le droit de dépasser, ça c'est la limite à ne pas dépasser, vous n'avez pas le droit de dépasser le devant de la voiture. Ça, c'est interdit. Donc sur le devant, interdit. Sur le derrière, vous avez le droit de dépasser jusqu'à au maximum 3 mètres maximum. Et puis, il y a une signalisation particulière, c'est que à partir de 1 mètre, là, si vous dépassez de 1 mètre, si vous dépassez ici de 1 mètre, il va falloir le signaler obligatoirement avec un dispositif réfléchissant, et même un feu rouge qu'on rajoute la nuit. Donc, interdit de dépasser à l'avant, ça notez-le, à savoir par cœur, il ne faut pas hésiter. Et ensuite, j'ai droit jusqu'à 3 mètres à l'arrière, et si je dépasse les 1 mètre, je dois mettre une signalisation particulière. Donc, la question était, est-ce que la réglementation autorise le dépassement d'un chargement à l'avant? Eh bien, non, réponse B. À l'arrière, eh bien, oui, là c'était autorisé, donc réponse C. Donc là, c'était B et C. L'appui-tête est un organe de sécurité. Pour le conducteur, oui, réponse A, non, réponse B. Pour les passagers, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, l'appui-tête, c'est un organe de sécurité passive, c'est-à-dire que ça agit
pour limiter le risque d'accident. Donc ça agit après l'accident. Donc passif, c'est après. Et donc ça permet de préserver le conducteur, mais aussi les passagers du coup du lapin. Vous savez, c'est quand vous avez la tête qui part en arrière. Et donc de risquer, par exemple, une paralysie. Donc c'est un organe de sécurité pour le passager et pour le conducteur. Donc c'était bien A et C. Pour indiquer à l'usager en face qu'il m'éblouit, j'allume les feux de route. Oui, réponse A. Je fais 1 ou 2 appels de phare. Réponse B. Bon, on voit que celui d'en face a oublié d'enlever ses feux de route. Ça peut arriver, d'oublier les feux de route, vous verrez quand vous conduirez, ça vous arrivera aussi de temps en temps. Donc ça sert à rien d'hurler et de lui mettre les feux de route pour l'éblouir à son tour, parce qu'on sera 2 éblouis, donc 2 fois plus de danger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1 ou 2 appels de phare, de manière à ce qu'ils comprennent. Ça allume les appels de phare, c'est j'allume, j'éteins, d'accord? Et comme ça ne lui laisse pas le temps d'être ébloui en face, mais ça lui permet de comprendre qu'il faut qu'il repasse en feu de croisement. Donc là, c'était réponse B. Les utilisateurs d'engins de déplacement personnel, EDP, non motorisés, sont assimilés à des piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc à connaître, EDP c'est engin de déplacement personnel. Il y a plusieurs catégories dans les EDP. Il y a les engins qui sont non motorisés. Ça veut dire que c'est poussé par la force musculaire, donc la force de la personne. Donc ça peut être un skateboard, une trottinette mais sans moteur, et puis des rollers par exemple. Ceux-là, ils sont considérés comme des piétons, donc ils peuvent utiliser les trottoirs. Ensuite, vous avez les engins motorisés, qui eux sont propulsés par un moteur électrique, comme les gyropodes, les monoroues, les overboards, les trottinettes électriques. Et ils ont grosso modo les mêmes règles que les cyclistes, mais avec quelques différences. En agglomération pour cela, ils ont l'obligation de circuler sur les pistes ou les bandes cyclables. Et s'ils ne peuvent pas le faire, s'il n'y a pas de piste, pas de bande cyclable, ils sont autorisés à circuler sur la chaussée, à condition que la limitation de vitesse soit à 50 km/h sur cette chaussée-là, ou moins. Quand vous êtes hors agglomération, la circulation est interdite sur la chaussée avec ces engins-là. Vous avez seulement le droit sur les voies vertes et les pistes cyclables. Donc là, c'était réponse à les engins de déplacement personnel non motorisés sont assimilés à des piétons. Pour contacter un ami en conduisant, j'envoie un SMS. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je téléphone rapidement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, être au téléphone au volant, que ce soit le téléphone ou le SMS, ou l'utilisation d'Internet, surtout jamais en conduisant. C'est très dangereux. Donc là, c'était réponse B et D. J'économise du carburant si j'éteins le moteur pour un arrêt de 2 minutes. Oui, réponse A. Non, réponse B. 30 secondes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Maintenant, sur les nouvelles voitures, dès les 10 premières secondes, c'est intéressant d'éteindre le moteur. Sur les vieilles voitures, dès les 20 à 30 secondes, un feu rouge, par exemple, ou dans un bouchon, ou un passage à niveau, là, il est préférable de couper le moteur.
Ou si vous allez dans les fast-food en drive, pareil, et que vous attendez pour payer par exemple, ou que vous attendez votre commande, pensez à éteindre votre moteur, vous ferez plus d'économies d'argent, mais vous polluerez moins aussi. Donc là, ça vaut le coup d'éteindre le moteur dès les 2 premières minutes, oui. Dès 30 secondes, oui. Donc réponse A et C. Sans ceinture de sécurité, un choc peut être mortel à partir de 15 km/h, réponse A, 30 km/h, réponse B, 50 km/h, réponse C, 70 km/h, réponse D. Donc la ceinture de sécurité, ça permet d'éviter d'être projeté en dehors de la voiture ou sur votre volant ou le montant de la voiture au moment d'un choc. Parce que votre corps, lui, continue à la vitesse où vous rouliez. Donc si vous rouliez à 100 km/h, votre voiture, elle s'arrête net, mais votre corps, lui, il continue d'avancer. Donc qu'est-ce qui va l'arrêter ? Si c'est la ceinture, c'est la ceinture qui va l'arrêter. Si vous n'avez pas votre ceinture, ça sera pas le pare-brise, parce que le pare-brise, il se traverse déjà à partir de 15 km/h, on commence déjà à pouvoir le traverser. Donc, ça peut être le montant de la voiture, le volant, ou l'arbre qui est en face, ou la voiture qui arrive en face aussi. La ceinture de sécurité, c'est vraiment important de la mettre et elle devient efficace dès les premiers km/h et elle va vous permettre d'éviter un accident mortel dès 30 km/h déjà. Là vous pouvez traverser le pare-brise sans problème et avoir un accident mortel si vous n'avez pas votre ceinture de sécurité. Donc réponse B. Les feux de croisement éclairent plus loin. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. Donc en effet, comme vous pouvez le voir, les feux de croisement éclairent plus loin sur la droite et un peu moins sur la gauche. Vous savez, c'est pour éviter d'éblouir les véhicules qui sont en face, tout simplement. Donc là, c'était réponse A. Je surveille l'évolution de la situation. Devant moi, oui, réponse A, non, réponse B. Derrière moi, oui, réponse C, non, réponse D. Alors qu'est-ce qui se passe? Si on regarde bien la photo, on voit que là, nous sommes dans une voie d'insertion. Le but de la voie d'insertion, c'est d'analyser si je dois accélérer fortement pour pouvoir passer par exemple devant ce poids lourd, ou alors est-ce que je vais m'insérer derrière ce poids lourd. Pour tout ça, il va falloir que j'observe autour de moi. Donc je vais observer, voir s'il y a de la circulation devant ce poids lourd, s'il y a quelqu'un d'autre qui va aussi se rabattre, par exemple quelqu'un qui était en train de dépasser le poids lourd et qui va se rabattre. Et si moi je veux m'insérer à ce moment-là, eh bien c'est un risque d'accident. Donc je dois observer ce qui se passe sur l'avant, mais je dois aussi observer ce qui se passe sur l'arrière pour voir s'il y a d'autres véhicules qui arrivent ou qui sont assez proches du poids lourd, de manière à adapter mon allure, savoir si je m'insère devant le poids lourd, derrière le poids lourd, ou s'il y a plusieurs voitures derrière le poids lourd, est-ce que je m'insère derrière toutes ces voitures-là. D'accord? Donc là, c'était réponse A et C, je dois à la fois surveiller devant moi et derrière moi. La chaussée sera obligatoirement rétrécie des deux côtés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ce panneau, c'est à connaître par cœur, vous ne devez pas faire d'erreur dessus.
Donc là, il est annoncé à 50 mètres puisqu'on est en agglomération. Donc 50 mètres avant, on nous dit que dans 50 mètres à peu près, il y aura un rétrécissement de chaussée. Et quand il y a les deux comme ça dessus, ça peut être soit des deux côtés, comme c'est dessiné, soit uniquement du côté droit, soit uniquement du côté gauche. Donc il y a les trois possibilités. Donc là, on nous demande, la chaussée sera obligatoirement rétrécie des deux côtés. Est-ce que ça sera obligatoirement des deux côtés? Non, parce qu'on a vu que ça pouvait être aussi bien à droite aussi, ou alors aussi bien uniquement à gauche. Donc là, c'était réponse B. Mon médecin me déconseille de conduire pendant la prise de ce médicament. Si je décide de réduire la dose prescrite, je pourrais conduire sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Là, vous avez vu, on est en niveau 2. Ça veut dire qu'il faut être très prudent et ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé. Et là, votre médecin vous déconseille de prendre ce médicament parce qu'il y a des principes actifs qui vont perturber votre attention, qui auront tendance à vous endormir et vous n'aurez pas forcément un esprit d'analyse qui sera au top. Si vous réduisez la dose prescrite, comme c'est écrit ici, malgré tout, il y aura toujours des principes actifs dans ce médicament-là, donc il ne faut quand même pas conduire. Donc réponse B. L'utilisation du limiteur est possible. En ville, oui, réponse A, non, réponse B. Sur autoroute, oui, réponse C, non, réponse D. Le limiteur, ça il faut que vous le reteniez, donc vous le notez si vous avez un doute. Le limiteur, vous pouvez l'utiliser partout. En ville, c'est oui, et sur autoroute, c'est oui aussi, donc A et C. Je laisse l'airbag passager activé pour transporter un passager adulte sur le siège avant. Oui, réponse A, non, réponse B. Quand on a le siège dos à la route, on doit absolument désactiver l'airbag parce que sinon c'est trop dangereux pour l'enfant. Il risque d'être éjecté contre le dossier du siège. Pour un adulte, justement, l'intérêt c'est d'avoir un airbag. Donc là, je laisse l'airbag passager activé pour transporter un passager adulte. Oui, réponse A. Pour faire la pointe d'huile, je peux utiliser n'importe quelle huile moteur vendue dans le commerce. Oui, réponse A. Non, réponse B. Chaque huile est adaptée à son propre moteur. Déjà, dans un premier temps, il y a les huiles pour moteur diesel et les huiles pour moteur essence. Et après, il va falloir que vous respectiez l'indice de fluidité. Donc, pour être sûr, il vaut mieux consulter votre notice sur votre véhicule ou demander à un garagiste au besoin. Donc là, c'était réponse B. Rouler avec des pneus sous-gonflés augmente. Le risque d'accident, oui, réponse A, non, réponse B. La consommation de carburant, oui, réponse C, non, réponse D. En effet, ça augmente le risque d'accident parce que vous voyez bien là le pneu, il a moins de stabilité au sol, hein, donc la voiture va tanguer un petit peu plus et donc on maîtrisera moins aussi la trajectoire de la voiture. Est-ce que ça consomme plus de carburant? Aussi, ça consomme plus de carburant, mais c'est comme quand vous êtes en vélo et que vous roulez avec un pneu fortement dégonflé ou crevé,
vous avez remarqué, il faut pédaler beaucoup plus fort parce qu'il y a plus de surface de contact au sol ici, là, donc il y a plus de résistance, donc ça consomme plus. Donc là, la réponse, c'était ça augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. La consommation de carburant aussi, donc réponse C. Je m'assure que le conducteur m'a vu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le conducteur de la camionnette, là, doit me laisser passer parce que il vient d'un chemin de terre. Hein. On voit bien qu'il n'y a pas de route ici, on voit encore de l'herbe, il n'y a pas de balise d'intersection, donc il doit me laisser passer. Mais c'est pas pour autant que je peux passer sans m'inquiéter de ce qu'il va faire. Donc je dois dans tous les cas m'assurer que le conducteur m'ait bien vu. Ça c'est important parce que pour éviter un accident. Donc la réponse est A. Ensuite, est-ce que je ralentis? Oui, parce que là, il est déjà bien avancé et je dois me préparer à m'arrêter au cas où il s'engagerait. Donc, c'était oui pour les deux. Donc, réponse A et C. Après ce panneau, je reste à la même allure. Réponse A. J'accélère jusqu'à 80 km/h. Réponse B. Ici, je sors d'agglomération. Hein. On voit le panneau d'agglomération qui est barré. Donc, normalement, mon allure est à 80 km/h. Je suis à 50. Est-ce que je peux accélérer ou pas? Là, on a une visibilité qui est quand même inférieure à 50 mètres. Donc, quand on voit moins de 50 mètres, on doit adapter l'allure à 50 km/h. C'est pareil, si on voit même pas à 30 mètres, eh bien, on doit adapter notre allure à 30 km/h. Ça, c'est une règle à savoir et aussi à apprendre par cœur. Donc, est-ce que je reste à la même allure ou est-ce que j'accélère? On voit pas à 50 mètres, donc je reste à 50 km/h. Réponse A. Je m'engage et je m'écarte. Réponse A. Ou j'attends qu'il ait fini de traverser. Réponse B. Alors, est-ce que je peux m'engager sur cette route ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende qu'il ait fini de traverser? Alors, évidemment, là, on voit bien qu'on va avoir l'espace suffisant pour pouvoir passer. Par contre, il y a un risque énorme que là, il glisse et qu'il tombe. En plus, il a un parapluie, il ne nous voit pas du tout arriver. Donc, on risque de le surprendre. Et nous aussi, on n'est pas sûr d'avoir une très bonne maîtrise de notre véhicule. Donc là, on attend vraiment qu'il ait fini de traverser, qu'il soit vraiment à l'écart. Hein. J'attends pas qu'il soit ici ou là. Hein. J'attends qu'il ait fini de traverser pour moi m'engager en meilleure sécurité. D'accord? Donc là, c'était réponse B. La nuit, lors des croisements, je m'oblige à diriger le regard vers la zone A. Réponse A. B. Réponse B. Alors si je suis ébloui par les véhicules qui arrivent en face, surtout s'ils mettent les feux de route, dans ce cas-là, moi je ralentis pour pouvoir déjà avoir le temps de percevoir ce qui se passe vers l'avant, mais surtout je tourne mon regard à peu près dans cette zone-là, vers le bord droit de la chaussée, mais pas ici, parce que là j'aurais pas le temps de voir. On essaye de regarder le bord droit le plus loin possible, mais pas trop loin non plus pour pas être trop ébloui, d'accord? Donc là, c'était zone B, donc réponse B. En cas d'accident,
j'avertis les secours depuis mon téléphone portable en composant le 911. Oui, réponse A. Non, réponse B. En composant le 112. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, c'est le 112 uniquement. Donc là, c'était réponse B et C. Ce numéro de téléphone est utilisable sur les téléphones portables partout en Europe même. Donc réponse B et C. En marche normale, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer ici? On voit qu'on est sur une route à sens unique. Il y a même une rambarde, des voitures en face, une bande blanche qu'on voit sur le côté ici. Donc, ça nous signale bien qu'on est en sens unique. On est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Et donc, une route à accès rapide. On voit qu'ici, ça monte. Et on constate que là, les pointillés sont pas habituels. Ils sont rapprochés et larges. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sur une voie à véhicules lents. Et là, il y a une réglementation qui est particulière pour les voies à véhicules lents, c'est que elle est réservée aux véhicules qui ne peuvent pas dépasser les 60 km/h. Alors quand je dis 60, on ne peut pas dépasser les 60 km/h, ça veut dire que si je roule à 60 km/h, eh bien, je suis encore concerné par cette voie-là. À 61 km/h, normalement, je dois aller à côté. Attention, hein, on n'a pas le droit de nous l'utiliser si on est en marche normale. Là, c'est ce qu'est le cas. Hein. En marche normale, ça veut dire que je ne dépasse pas et que je roule à une allure normale. Ça veut dire ça en marche normale. Je ne dépasse pas et je roule à allure normale. Donc, comme je roule à allure normale, je n'ai pas à rouler dans cette voie-là. Donc là, en marche normale, est-ce que je suis bien placée? Bah oui, puisque je n'ai pas à circuler. Je n'ai pas à circuler dans cette voie-là. Ma voie la plus à droite, je dois utiliser la voie la plus à droite. Et bien, ma voie la plus à droite, c'est bien celle-ci. Donc, c'était réponse A. Je circule sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il y a un indice à savoir, et ça vous devez le savoir par cœur aussi. Hein. Là on vous dit qu'il y a une sortie, la sortie numéro 20, qui sera dans 1 km. Je pourrais aller à Vitry-le-François ou à Cézanne. Et on nous dit aussi qu'il y aura l'aire de Somsou. Et le panneau aire de Somsou est en bleu, ce qui veut dire que je suis sur l'autoroute. À partir du moment où vous avez une aire de repos qui est de couleur bleue, ça veut dire que c'est une aire de repos d'autoroute. Donc réponse A. Pour aller à Reims, je dois prendre la voie la plus à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Celle-ci nous emmène en direction de Troyes ou de Châlons en Champagne. D'ailleurs, ça sera l'autoroute avec un péage. C'est signalé, c'est écrit ici, avec un petit rectangle. Ensuite, la voie du milieu nous emmènera à Charleroi, Charleville aussi, à Châlons et à Reims. La voie de droite nous emmène à Cormontreuil. Donc pour aller à Reims, il faut que je vienne dans cette voie-là, ici, là. Voilà, il faut que je change de voie.
Alors je vais regarder dans mes rétroviseurs et tout du long on voyait des voitures qui étaient vraiment très proches de nous. Et puis si on observe bien là, ici dans ce coin-là, là, eh bien il y a une voiture qui est sur ma gauche, qui est en grande partie dans mon angle mort. Donc je ne peux pas changer de voie. Donc là, je dois prendre la voie la plus à gauche. Non, réponse B, parce que c'est la voie du milieu. Est-ce que je peux changer de voie? Non plus, puisqu'il y a une voiture sur la gauche. Donc réponse D. Donc c'est B et D. Le manche à air indique un vent venant de gauche, réponse A, venant de droite, réponse B. Fort, réponse C, faible, réponse D. Alors comment ça fonctionne une manche à air? Le vent va arriver dans la partie la plus large ici, va traverser le manche à air et va ressortir ensuite à la sortie du manche à air. Donc forcément le vent il va arriver de ce côté-là puisque le manche à air, la pointe elle est par là. Ok? Donc le vent vient de gauche. Est-ce qu'il est fort ou faible? Là il est faible. S'il était fort il serait carrément à l'horizontale. Ce qui n'est pas le cas, là il est bien penché, donc il est faible. Donc là, c'était réponse A et D. La distance de freinage varie en fonction de la vitesse du véhicule, réponse A, du temps de réaction, réponse B, de l'état de la route, réponse C. La distance de freinage, c'est entre le moment où vous allez commencer donc à freiner et le moment où la voiture va s'arrêter. Donc toute cette distance-là, entre le moment où vous prenez le frein et le moment où le véhicule s'arrête, c'est la distance de freinage. Donc ça n'a rien à voir avec le temps de réaction. Lui, le temps de réaction, c'est entre le moment où vous avez vu le danger, par exemple, et le moment où vous allez commencer à freiner. Donc la distance de freinage, elle va évoluer en fonction évidemment de la vitesse de votre voiture. Plus vous allez rouler vite, plus vous mettrez du temps à faire ralentir votre voiture et à finir par l'arrêter. Et ça va aussi dépendre de l'état de la route. Si vous êtes sur une chaussée humide, par exemple, où il y a plein de feuilles aussi sur le sol, évidemment, vous ne pourrez pas freiner aussi fort que sur une route sèche, parce que sinon votre voiture va perdre l'adhérence et vous allez glisser. Donc en fonction de l'état de la route, votre freinage sera plus ou moins important. Donc la distance de freinage varie en fonction de la vitesse de votre véhicule. Plus vous roulez vite, plus elle va être longue, et de l'état de la route. Donc réponse A et C.